TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir est le oui du président Faure Gnassingbé aux appels des militants unir. Il sera bel et bien le candidat de l'Union pour la République à la présidentielle de février prochain. Le gouvernement au secours des populations de Katanga dans la zone portuaire. Elles ont été, vous le savez, victimes d'incendies dimanche dernier. Et puis la bienvenue, la bonne arrivée dans ce monde de l'UNEPI à l'un des tout premiers bébés de cette année 2020. Scène émouvante au CMS Corbongou dans l'automne. Vous allez le voir en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. En toute humilité, j'ai accepté. Réponse du président Faure Gnassingbé aux militants unir. Ils ont en effet vivement souhaité le voir une fois encore porter, vous le savez, les couleurs du parti à la prochaine présidentielle. Eh bien, c'est fait depuis ce mardi et c'est à l'issue d'une rencontre au siège du parti avec les cadres unir. Edem Soussoupo. On m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore les couleurs de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, président national du parti Union pour la République, UNIR, a donc dit oui à la proposition de sa formation politique. Il est en lice pour la présidentielle de 2020. Et avant d'accepter d'être candidat à la magistrature suprême, le président de la République a rencontré les délégués du parti UNIR venus de l'ensemble du territoire ainsi que les membres du bureau exécutif. Ils lui ont fait la restitution du rapport de la tournée nationale du parti UNIR. Tournée qui s'est déroulée du 26 au 29 décembre dernier dans les 5 régions administratives et du Grand Lomé. Rencontre au cours de laquelle les militants avaient demandé à leur président d'être le porte-flambeau du parti pour la présidentielle de 2020. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a accepté de continuer par œuvrer pour le développement du pays avec le soutien des uns et des autres. Il a exhorté les membres du parti UNIR à cultiver la paix et le vivre ensemble autour d'eux, à être des vecteurs de messages de cohésion sociale. Et surtout à travailler dans la symbiose pour l'aider à relever les principaux défis liés à l'émergence du Togo. Et voilà, le oui et le voici désormais candidat à la présidentielle du 22 février prochain. Les militants n'en demandaient pas mieux. Regardez cette mobilisation devant le siège du parti. Et ce matin, cette manifestation de soutien au désormais candidat UNIR, Faure Essozimna Gnassingbé. Le récit, Lucassi. Le candidat déclaré du parti UNIR, Faure Essozimna Gnassingbé, accueilli par les jeunes et femmes des différents mouvements affiliés à l'Union pour la République. Ils viennent de tous les horizons pour exprimer leur soutien au président de leur parti. Militants, militantes et sympathisants de UNIR sont déjà en ordre de bataille pour la victoire de leur champion à l'élection présidentielle du 22 février prochain. Le seul leader, le seul champion, c'est notre candidat Faure Essozimna Gnassingbé. C'est ça ou rien. Et il a accepté, il a déjà accepté. Et nous allons lui soutenir jusqu'à la fin de ce défi. Nous sommes prêtes à soutenir notre champion, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour la présidentielle qui va se dérouler bientôt le 22 février. Donc nous sommes très contentes. C'est une mobilisation spontanée qui a démarré à Blue Zone de Kakaveli pour finir au siège de UNIR. L'heure est maintenant à la mise en œuvre des stratégies pour faire gagner leur candidat Faure Essozimna Gnassingbé.
Et dans la foulée, ce point de presse et le retour sur la rencontre des cadres UNIR avec le président Faure Gnassingbé, désigné au final, vous le savez, donc candidat du parti. Et voici d'ailleurs la déclaration lue à la presse par le secrétaire exécutif de UNIR. Communiqué sanctionnant les travaux de restitution du rapport de la tournée du parti UNIR. Le parti Union pour la République, UNIR, après analyse de la situation sociopolitique de notre pays et mûre réflexion sur les enjeux de l'élection présidentielle du 22 février 2020, a organisé du 26 au 29 décembre 2019 une tournée nationale dans les 5 régions administratives et le Grand Lomé. Cette tournée a permis de tenir 7 grandes rencontres d'échange et de partage avec les bureaux préfectoraux, communaux et cantonaux des mouvements des sages UNIR, MSU, mouvement des femmes UNIR, MFU et mouvement des jeunes UNIR, MJU. Les élus locaux ainsi que les personnes ressources, respectivement les 26 décembre à Tchévier, 27 décembre à Tapamé et à Skodé, 28 décembre à Kara et à Palimé, 29 décembre à Dapaon et à Lomé. À chacune de ces étapes, les discussions élargies ont été suivies de séances d'échange approfondies réunissant la délégation du bureau exécutif, les maires de la région, les secrétaires préfectoraux, communaux et cantonaux du parti afin de recueillir leurs suggestions et propositions dans le cadre de l'élection présidentielle du 22 février 2020. À l'issue de ces consultations des structures de base, Union pour la République, UNIR fait la déclaration suivante. Considérant le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'aux étrangers résidant sur le territoire national, de mener librement leurs activités, considérant les progrès enregistrés par le Togo sur les plans politiques, économiques et social depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de notre grand parti, président de la République, reconnaissant ses qualités personnelles et aptitudes avérées d'homme d'État dont il a fait montre depuis son avènement à la magistrature suprême, qui lui sont unanimement reconnus sur le plan sous-régional et international, conscient que beaucoup a été fait tout au long du parcours que le Togo a entamé sous sa conduite, et conscient également que les défis restent à relever, pour lesquels notre pays a encore besoin de sa politique de développement inclusif, les militants de notre grand parti ont unanimement opté pour la préservation et la consolidation des acquis et ont instamment requis le bureau exécutif de prendre toutes les dispositions pour procéder sans délai au dépôt de candidature de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de notre grand parti, président de la République, conformément à la Constitution, à la loi électorale et aux dispositions statutaires de notre parti. Ainsi, les instances du parti UNIR, réunies en ce jour, ont rendu compte à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de notre grand parti, de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs de notre grand parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À cet appel, il a répondu oui au choix porté sur sa personne. Fait à Lomé le 7 janvier 2020,
Et en rapport toujours avec la présidentielle prochaine, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, tient à rappeler à toute personne désireuse de faire acte de candidature à l'élection présidentielle fixée au 22 février 2020 pour le premier tour que, conformément au communiqué numéro 042-2019-P-CENI, en date du 13 décembre 2019, que la date limite de clôture de dépôt des dossiers de candidature reste fixée au mercredi 8 janvier 2020 à minuit. Communiqué toujours de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020 à compléter leur dossier de candidature par le récépissé du versement du cautionnement au Trésor public. Les candidats ayant déjà effectué le dépôt de dossier de candidature à la CENI sont priés de passer en vue de le compléter par le récépissé du versement du cautionnement. À cet effet, les guichets du Trésor public sont ouverts jusqu'au mercredi 8 janvier 2020 à 23h. Le président de la CENI compte sur la bonne compréhension de tous les candidats et les remercie pour leur sens de responsabilité. Eux aussi ont dit oui à l'invitation cette fois du ministre en charge de la communication. C'est pour un déjeuner de presse. Au menu, échange de vœux, point sur les avancées enregistrées l'année dernière et les défis à venir pour la presse togolaise. Le compte rendu, Saraou Ourotou et Kwesala. Du professionnalisme, c'est le mot d'ordre qui a réuni les patrons de presse autour de ce déjeuner d'échange. Avec le ministre en charge de la communication, ils se sont souhaités les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. L'heure n'était pas au grand débat. Ils ont fait la rétrospective de l'année 2019. Chacun a eu l'occasion de présenter ses doléances pour une presse togolaise plus professionnelle. Le code de la presse a été voté le 30 décembre dernier à l'Assemblée nationale et c'était une satisfaction pour nous tous, professionnels des médias. Dans ce code de la presse, il y a beaucoup de choses qui vont assainir le milieu. Il y a beaucoup de choses qui vont améliorer les conditions des journalistes. Et notre vœu aujourd'hui, c'est de voir vraiment se réaliser tout ce que nous posons comme doléance. Également, nous avons posé la question de la convention collective. Cette question de la convention collective occupe une bonne place dans la presse privée. Nous lui avons posé certains problèmes concernant, disons, le fonds de développement de la presse, couplé avec l'aide de la presse qui est en cours actuellement. Nous lui avons rappelé que depuis 2014, il y avait donc les états généraux de la presse au cours desquels des recommandations avaient été formulées. Et l'une de ces recommandations, c'était justement de porter l'aide de la data à la presse à 800 millions. Il faudra revoir cela et voir dans quelle mesure on peut faire lobbying au niveau donc, du gouvernement pour que ça soit revu à la hausse. En délocalisant cette traditionnelle rencontre cette année, le ministre en charge de la communication veut la rendre plus conviviale. Et pour l'occasion, Folibazi Katari a invité à la table son prédécesseur Guy Madié Lorenzo. Il s'est félicité pour l'initiative et a formulé les vœux de succès à son successeur. En conviant les patrons de presse à ce déjeuner d'échange, le ministre de la Communication veut porter à la connaissance de tous les points essentiels sur lesquels son département devra travailler au cours de cette année nouvelle. Une année électorale qui exige de chaque acteur des médias professionnalisme et responsabilité. Dans nos coutumes, on ne peut pas changer d'année sans qu'on ne saisisse l'occasion pour se souhaiter une bonne et heureuse année. Et la formule qui était consacrée, c'est qu'on se retrouve au cabinet et qu'on essaie de se serrer la main, bonne et heureuse année, et se présenter des vœux. Mais nous avons estimé que cette fois-ci, on peut changer le format. Pourquoi ne pas créer des conditions comme celle-là et qu'autour d'une table, nous puissions quand même nous retrouver pendant que nous sommes en train de déjeuner, qu'on puisse non seulement
nous échanger des vœux, mais aussi et surtout analyser tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2019. Prenez ça tout simplement comme des parents qui se retrouvent dans une nouvelle année, à l'entrée d'une nouvelle année, qui ont envie de partager quelque chose ensemble et d'échanger pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire, comment nous devons nous organiser pour mieux le faire. L'engagement est pris et tous ici souhaitent voir le paysage médiatique togolais se développer davantage à travers bien d'autres initiatives. Elles ont, elles aussi, de quoi faire un déjeuner et répondre à d'autres besoins urgents. Les populations de Katanga, dans la zone portuaire, ont été, vous le savez, victimes d'incendie dimanche dernier. Pris de compassion, eh bien, le gouvernement vole à leur secours. Des vivres et non-vivres ont été acheminés sur place. Todouaré. Ils ont perdu presque tous leurs biens dans l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 janvier. 687 ménages de Katanga ont été touchés par le sinistre. Face à la situation, des réactions urgentes du gouvernement exprimées à travers l'Agence nationale de protection civile pour porter assistance aux victimes. Des mots de compassion avec à l'appui plus de 300 sacs de riz, 388 sacs de maïs, 250 cartons d'huile de 12 litres, 240 cartons de tomates, des kits de cuisine et bien d'autres articles. Les populations affectées témoignent leur reconnaissance. Le gouvernement a envoyé des gens qui nous ont apporté à manger matin et soir. Ceux qui sont blessés, on les a amenés à l'hôpital. Aujourd'hui, ils nous ont apporté des dons. Nous disons merci au gouvernement et à la Croix-Rouge. Nos matériaux de travail, des machines de pêche, tous ont brûlé dans l'incendie. C'est pourquoi nous sommes très contents de tous ces dons, surtout les outils de pêche qu'on nous a donnés. L'Agence nationale de protection civile et ses collaborateurs sont à pied d'œuvre pour définir toutes les stratégies pouvant amoindrir les souffrances des victimes. Nous sommes venus pour donner l'assistance du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour pouvoir soulager leurs peines. Au fur et à mesure que les jours avancent, on est en train de prendre des mesures pour pouvoir, un temps soit peu, venir à leur aide. Donc pour le moment, le moral est au point avec tout ce qu'ils ont vu ce matin, avec l'apport du gouvernement. Nous leur avons proposé d'aller au site de Logopé, mais la majorité préfère rester dans les familles à côté du port puisque leur activité majeure c'est la pêche. Les habitants de Katanga sont de diverses nationalités, dont la plupart ghanéens. D'où la présence de l'ambassadeur du Ghana au Togo, venu consoler ces personnes en détresse. Le maire de la commune du Golfe 1 se réjouit de ce acte envers ses administrés. Les dons sont accompagnés d'une enveloppe financière de plus de 10 millions de francs CFA. La suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le dimanche 5 janvier 2020, un véhicule de la présidence de la République se rendant à l'aéroport international Gnassingbé Yadema pour une mission de routine a fauché aux environs de 11h30 un taxi moto et un groupe, une passagère. Cet accident a occasionné 2 blessés graves qui ont été évacués au CHU Sylvanus Olympio. Malheureusement, la passagère du taxi moto succombera plus tard des suites de ses blessures. Contrairement aux allégations qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut rappeler que cet accident est survenu plus d'1 heure de temps après le passage du convoi présidentiel. Bien plus, le passage du convoi présidentiel est toujours matérialisé par le blocage momentané de la circulation aux autres usagers sur l'itinéraire. Par ailleurs, cet accident a fait l'objet de constatations d'usage par la brigade motorisée de la gendarmerie nationale et un procès verbal sera dressé à cet effet. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente ses condoléances à la famille éplorée. Il exprime sa compassion et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.
L'actualité, c'est aussi la revue depuis ce matin de l'accord de facilitation des échanges commerciaux. À la baguette, l'OMC, le Togo est membre et compte bien atteindre les objectifs du PND. Quel calendrier définir donc pour les mesures dites de la catégorie B? Explication Ramdan Bassi. Année 2020. Selon le rapport de l'Organisation mondiale du commerce, la mise en œuvre effective par tous les pays de l'accord de facilitation des échanges commerciaux serait un bon outil de développement. Il permettrait de réduire les coûts du commerce de 14,3% en moyenne et les délais d'importation et d'exportation. À l'heure de la mise en œuvre du plan national de développement, le Comité national de négociation commerciale internationale planche ici à Kwalimé sur la mise en œuvre des mesures dites de catégorie B. Il y avait les mesures de la catégorie A. Ce sont des mesures que les États étaient en mesure de mettre en œuvre immédiatement. Ensuite, il y a les mesures de la catégorie B. Ce sont des mesures qui ne nécessitent pas de gros moyens, mais qui nécessitent un peu de temps, un peu de réforme. Et ce sont les mesures de la catégorie B. Ensuite, les mesures dites de la catégorie C, ce sont des mesures qui nécessitent plus de moyens, plus de temps, de l'assistance technique et peut-être des moyens financiers. Le Togo a déjà levé un certain nombre de mesures, beaucoup de mesures d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a toujours des développements, il y a toujours des mesures qui apparaissent, qu'il faut classifier, qu'il faut prendre les mesures pour lever avec des réformes et autres. Précisément à cet atelier, il faut se conformer aux exigences de l'OMC. C'est qu'il faut que nous donnions des dates précises pour lesquelles nous serons prêts à lever les mesures. Donc l'atelier actuel va permettre de faire une revue des mesures et d'identifier les dates précises pour lesquelles ces mesures pourraient être levées. Plus les coûts du commerce sont réduits, mieux la compétitivité entre les entreprises se porte, avec pour conséquence la création de richesses. Mais en attendant, le ministère en charge du commerce compte bien œuvrer à l'identification de tous les goulots d'étranglement dans la mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges commerciaux. Et la réforme paye ce rang qui vient justement récompenser les efforts. Le Togo, premier fournisseur de produits agricoles bio, 5e africain et 31e mondial. Le classement est sur 115 pays. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour mériter ce rang? Encourage en passage. Eh bien, voyons cela avec Karine Olanlo. Au rang des pays fournisseurs de produits agricoles bio, figure en bonne place le Togo. Classé 31e fournisseur mondial vers l'Europe sur 115 pays, 5e africain et premier de la CEDEAO, le Togo avec ses 22 123 tonnes exportées en 2018 dévance ses voisins le Ghana 35e, la Côte d'Ivoire 36e, le Burkina Faso 40e mondial et le Bénin 61e. Une bonne nouvelle qui vient conforter le Togo dans sa politique de développement agricole, couplée d'un climat des affaires favorable aux investissements dans le secteur. Entre autres politiques adoptées par le gouvernement et qui ont permis au Togo de décrocher ce rang, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, le PNIASA, aujourd'hui devenu PNIASAN, Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PASA, projet d'appui au secteur agricole, le PAO, projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, et le ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. La filière du bio occupe un peu moins de 37 000 producteurs au Togo, soit 4,83% des acteurs africains de ce secteur. Près de 40 000 hectares lui sont consacrés, ce qui représente seulement 1% des terres exploitées. Au niveau continental, si la place de leader revient à l'Égypte, 16e exportateur de bio vers l'Europe au niveau mondial, suivi de la Tunisie, 2e africain, l'Ouganda, 3e africain et l'Afrique du Sud, 4e africain, le Togo revient à la 31e place mondiale sur un classement de 115 pays. Le monde agricole qui a le vent en poupe avec les offres d'assurance annoncées par le MIFA, nous vous en parlions hier. À côté, d'autres secteurs bénéficient aussi d'attention particulière, éducation, santé, hygiène publique. En tout, 329 milliards de francs CFA sont promis pour cette année 2020. Question, comment se fera la répartition? Les éclairages, Abidé Nassingbe. 329 milliards de francs CFA. C'est le montant des investissements publics prévus pour 2020.
Une enveloppe revue à la hausse pour financer des projets clés afin de baliser la voie aux investissements privés fortement attendus dans le cadre du PND. Selon les détails de la loi des finances de la gestion 2020, cette augmentation se ressentira dans le secteur de l'éducation. Près du quart de ce budget y sera consacré. Les 3 ministères qui s'occupent de l'enseignement et de la formation concentrent 23,1% des 1406,2 milliards de francs CFA du budget 2020, en hausse globale d'environ 15 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Un soin particulier sera porté à la santé et l'hygiène publique avec un budget dédié aux infrastructures et services productifs en nette hausse à plus de 44 milliards de francs CFA. Aussi, le gouvernement prévoit-il de doubler ses investissements dans le secteur de l'énergie à près de 80 milliards de francs CFA. Les dotations allouées au secteur des infrastructures et des transports vont également s'accroître. L'État va investir massivement dans les postes, l'économie numérique et les innovations technologiques. Dans ce département, les investissements publics pourraient quadrupler. L'investissement public en 2020 devrait connaître une croissance de 15,8% par rapport aux prévisions initiales de 2019. Et voici ce thème qui peut bien inspirer les débats de l'heure. L'État entre droit et sciences politiques. Eh bien, c'est le thème d'un colloque ouvert ce mardi à l'Université de Lomé. Colloque emprunt au passage d'hommage au professeur Ahadji Nono Kofi, désormais fait maître de droit public à vie par ses disciples. Le démarrage des travaux ce matin, Yataratem. Dans les traditions universitaires, les politistes ont toujours côtoyé les juristes et la vie dans son ensemble force les juristes à échanger avec les politistes sur le bien-être des populations. Et à ce colloque international, enseignants, chercheurs et hommes politiques explorent sur les finalités du droit et de la science politique. Le colloque vise la reconstruction de l'État en Afrique. D'abord, comprendre l'État, retourner dans nos civilisations pour identifier les vrais ressorts du pouvoir politique. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons, dans une sorte de formalisme juridique, essayer de pouvoir proposer une autre forme d'État à nos dirigeants, à nos peuples. La question du pouvoir en Afrique est une question centrale. Et l'histoire précoloniale nous l'a montré, la place du sacré. Le président de l'Université de Lomé trouve en ce colloque un cadre idéal pour célébrer l'audace, la dextérité et la persévérance du professeur Ahadji Nono Kofi qui a su marquer son temps. Ici, on annonce une remise des mélanges au professeur Ahadji Nono Kofi à l'issue de ce colloque, justement pour célébrer son parcours exemplaire. Ils en parlent bien souvent, mais sans expertise. Les journalistes se forment depuis ce mardi sur les questions de changement climatique, conséquences, moyens de lutte, objectifs, mieux savoir sur le sujet pour mieux en parler justement. Estelle Koladi, Abidjan Simbe. Élévation du niveau de mer, aggravation des inondations, extension des feux de brousse, érosion côtière et sécheresse, c'est le monde qui s'effondre à petits coups. Le changement climatique reste une menace réelle et un défi majeur pour le développement de tous les peuples de la planète. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable, de la protection de la nature veut impliquer les professionnels des médias dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Journalistes et communicateurs sont ici soumis à l'appropriation des bonnes pratiques de gestion durable des terres et des forêts et d'efficacité énergétique. La finalité est de les amener à une large communication de sensibilisation au sein des communautés pour un changement de comportement. Quand on parle de changement climatique, ce sont nos populations qui les ressentent le plus et donc c'est quand même important de pouvoir amener les journalistes à véritablement relayer les informations qui relèvent du secteur de l'environnement. Le journaliste aujourd'hui, c'est lui qui est le médiateur de la population et donc au travers de
de cette initiative, le journaliste pourra maintenant donner les informations les plus adéquates aux populations au travers de sa spécialisation. Cet atelier est appuyé par un programme financé par l'Union européenne et ce programme vise à la lutte contre les changements climatiques et voudrait partager avec les populations tous les efforts déployés, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans les questions d'adaptation au changement climatique. Par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, il y a des efforts de reboisement qui sont faits et surtout dans les programmes d'électrification solaire pour lequel le gouvernement déploie des efforts, la pluviométrie diminue, ce qui influence la culture et les récoltes. Donc il va falloir envisager des solutions pour que les quelques jours de pluie qui restent puissent servir à augmenter la productivité alimentaire pour la survie de la population. Le Togo, à travers son document de contribution déterminé au niveau national, CDN, s'engage à réduire ses émissions de 11,14% à l'horizon 2030. Après l'étape de Lomé, les mêmes travaux sont prévus à l'intérieur du pays, notamment à Kara et à Kpalimé. Dans le reste de l'actualité, cette tournée d'échange avec les populations des chefs cantons, ça se passe dans le Tchaoudjo. Le message est clair, nous ne nous adonnons pas à la violence, ça ne règle rien. Désiré Aloy. Les chefs cantons de la préfecture de Tchaoudjo au contact de leur population. Une démarche citoyenne pour échanger avec elles. Il est question pour eux d'œuvrer à encadrer les populations sur la voie de construction et de maintien de la paix. La préfecture de Tchaoudjo a vécu des moments difficiles. Une page sombre a tourné définitivement. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui nous ont dit que tout le monde veut aspirer à la paix. Donc c'est ce que nous voulons, que Tchaoudjo ne soit pas compté parmi les préfectures qui prônent la violence. Nous avons essayé d'éduquer, de sensibiliser. Vraiment, nous avons vu que les gens ont compris. C'est la deuxième étape d'une vaste tournée. Agouloudé, Kpasouadé, Ouassarabo, Lamadessi et Tchalo sont sillonnés pour appeler à une prise de conscience. On a tout écouté aujourd'hui, tout est laissé. Ceux qui font aussi, on sera chaque fois à sensibiliser. Nos WhatsApp qui nous tuent maintenant, on le ramène maintenant compte tenu des sensibilisations pour nous-mêmes et on s'envoie des autres pour pouvoir que nous tous nous serons vraiment en paix. La chefferie traditionnelle joue son rôle en sensibilisant les populations sur les valeurs de paix en cette période électorale que vit le Togo. Le message, c'est de demander aux jeunes de rester calmes, d'éviter des actes de vandalisme, des actes de grand banditisme, d'éviter l'extrémisme violent et de vivre en symbiose avec toutes les couches sociales que nous avons dans notre préfecture pour que nous connaissions les élections présidentielles apaisées pour redémarrer et relancer le développement tant souhaité par les autorités, tant pour notre préfecture que pour tout le Togo entier. La violence ne résout aucun problème, plutôt fait entorse à toute action de développement dont les jeunes premiers bénéficiaires. On a connu la cause, maintenant on a vu les conséquences. Maintenant, il faut savoir que il faut connaître maintenant, chercher à savoir les solutions. Et c'est les solutions. On veut que maintenant Tchaoudjo reste en paix. Sincèrement, nous appelons tout le monde à la prise de conscience et à s'approprier des règlements, parce que tout pays est régi par des tests. Donc à s'approprier des tests pour qu'on puisse connaître ici on doit faire ceci, ici on ne doit pas faire cela, pour le développement de soi-même, de notre région et de notre pays tout entier. Partout des messages d'engagement citoyen pour un bon vivre ensemble. Le projet est soutenu par l'ONG AOIB, appel à l'orientation, à l'islam et à la bienfaisance, qui œuvre à la culture et à l'enracinement de la paix au Togo.
Je vous l'annonçais en titre, son arrivée est saluée comme il se doit. L'UNFPA a offert des cadeaux aux nouveau-nés, probablement l'un des tout premiers bébés de cette année 2020. Cadeau aux nouveaux venus, cadeau aux parents aussi bien sûr. Il n'est pas venu tout seul. Un reportage au CMS Korbangou, Tiazim Nabaga. Il s'appelle Yendou Palou, la force de Dieu. Il est venu au monde le 1er janvier à 0h03. À peine 3 kg, il est l'aîné de tous les enfants togolais nés en 2020. C'est une gestante que j'ai reçue le 31/12/2019 à 21h. Le travail s'est bien déroulé. Elle est venue à une dilatation de 5 cm, ça veut dire à une phase active. Donc on a suivi la femme jusqu'à l'accouchement. À 0h03, elle a accouché d'un nouveau-né de sexe masculin pesant 3000 grammes. Il n'y a pas eu de complications au cours de l'accouchement. C'est ce petit enfant, né ici même au centre médico-social de Korbangou dans la préfecture de Tonne, que le Fonds des Nations Unies pour la population a décidé de célébrer. Une célébration qui a pris la forme de cadeaux à l'enfant, à la maman, mais aussi à la sage-femme qui a sécurisé la naissance. Nous avons tenu à faire cette célébration, c'est pour montrer au monde entier que la sage-femme n'est pas hors de la nation. La sage-femme n'est pas hors des clientes, comme nous disons. Et surtout que depuis longtemps, la sage-femme a été mal vue. Nous faisons ces efforts pour que nous soyons à côté des femmes enceintes et les accompagner jusqu'à l'accouchement pour avoir une maternité à moins de risque. L'UNFPA vise à ce qu'une femme ne meure en couche. C'est pourquoi nous avons voulu célébrer ça, surtout pour montrer aux femmes, pour qu'elles viennent en CPN et soient prises en charge par la sage-femme. Le critère de sélection, c'est que l'enfant n'est pas la sage-femme. Je suis très heureuse de la fête que vous avez organisée parce que j'ai accouché le premier-né du Togo. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, c'est de vous remercier seulement. Je vous remercie beaucoup pour les cadeaux qu'on m'a envoyés et je remercie aussi le personnel de santé qui m'a aidé à accoucher en bonne santé. Rien que merci pour vous. Que Dieu bénisse cet enfant, que Dieu nous bénisse aussi. Je suis très fière de ce cadeau qu'on m'a donné parce que ça me motive à faire plus d'efforts. Je remercie UNFPA pour ce cadeau qu'il nous a offert. Le petit Yendou Palou est le 5e enfant de la famille. Depuis sa naissance, cet autre enfant vivant et en bonne santé sont venus à sa suite au CMS de Korbangou. Les voix se sont élevées pour saluer le travail remarquable effectué par les sages-femmes pour sécuriser aussi bien la mère que le bébé à la naissance. Toutes les femmes sont exhortées, dès qu'elles sont enceintes, à aller régulièrement en consultation prénatale. Cette célébration est la première activité de l'Association des sages-femmes du Togo dans le contexte de l'année 2020, décrétée année de la sage-femme par la Confédération internationale des sages-femmes. Et voilà, et c'est sur cette bonne note de gaieté que se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir justement au CMS Korbangou et partout ailleurs dans le Tonne et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.